Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais remercier infiniment Thomas Porte pour cette initiative, ainsi que Daniel Obono, Hugo Bernalicis, qui sont engagés depuis très longtemps sur ces sujets, Alma Dufour, qui aussi, de par ses engagements, s'est engagée sur ces sujets, l'ensemble des intervenants et vous toutes et tous qui êtes ici. Et je voudrais commencer par dire que je crois que je vois des gens qui sont engagés depuis des années sur cette question et que nous avons une dette historique aussi envers celles et ceux qui ont lancé l'alerte depuis des années et qui, je crois, doivent se rappeler à tout moment, et c'est ce qu'on doit se rappeler collectivement, que même si des choses paraissent aller de pire en pire, je pense par exemple aux voltigeurs qui avaient disparu après l'assassinat de Malek Youssekine, qui reviennent avec la Bravem, que le combat qui est porté depuis des années, notamment issu des quartiers populaires, est en train quand même de s'étendre avec une bataille idéologique, en tout cas peut-être pas dans les actes, mais dans les idées, qui est en train de s'étendre sur cette question. Et je voudrais rendre hommage à ce travail militant, à ce travail des familles aussi, pour que les violences policières non seulement soient reconnues, mais ne soient pas laissées impunies dans notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Thomas Porte l'a dit, mais ce colloque, il s'inscrit dans une série d'actes qu'a posé le groupe parlementaire insoumis depuis maintenant 6 ans et demi. Je veux en redire quelques-uns. Et ce colloque s'inscrit aussi dans, en quelque sorte, notre volonté de redire que nous nous tenons aussi à disposition et que nous continuerons autour de cette question des violences policières, avec, dans notre première niche parlementaire, un texte qui avait été porté sur la question du récépissé sur le contrôle faciès. Je vois Omer Mas-Capitolin qui est ici, notamment, qui porte cette question depuis longtemps, avec l'idée que ce qui détruit la République, ce ne sont pas ceux qui dénoncent notamment les contrôles faciès, mais ce qui détruit la République, c'est que dès 10 ans, 11 ans, 12 ans, on apprend à des jeunes hommes, généralement, que, en quelque sorte, ils seraient des corps étrangers à la République, ce qui est insupportable dans un pays comme le nôtre. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait portée dans le cadre de la niche parlementaire. Ensuite, c'est suivi beaucoup de propositions de loi, notamment Daniel Obono en avait porté sur l'interdiction des pratiques létales qui font mourir, le pliage ventral et beaucoup d'autres. On avait porté des propositions de loi, évidemment, pour supprimer l'IGPN et les GGN tels qu'ils sont aujourd'hui pour un organisme indépendant sous l'égide du défenseur des droits, pour démanteler la BAC, pour interdire les Bravem. Et d'ailleurs, je salue le travail qui a été fait, parce qu'il y a Antoine Léaumont, qui est aussi ici député insoumis, qui est avec d'autres, avec Hugo Bernalicis, avec Thomas Porte. On fait aussi du travail sur le terrain, notamment pendant les manifestations d'observatoires, avec des caméras sur le buste, pour faire en sorte d'essayer de protéger au maximum les manifestants. Et puis un travail aussi évidemment pour l'abrogation, ça c'est la dernière niche parlementaire, pour l'abrogation de la loi Cazeneuve, qui a fait exploser le nombre de personnes qui meurent sur des refus d'obtempérer, au point qu'on se retrouve dans une situation où la France détient le triste record de morts pour refus d'obtempérer, avec 16 personnes qui sont mortes pour refus d'obtempérer en 1 an et demi en France, quand en Allemagne on compte un seul mort en 10 ans, ce qui montre bien que nous avons un problème particulier français. Et d'ailleurs, c'est les travaux notamment de Sébastien Rocher qui montrent ça, qui disent que la police française est celle qui, en 20 ans, a tué le plus de personnes par rapport au nombre de personnes qui ont été tuées dans toute l'Europe. Donc, cette question-là est une question non seulement qui s'inscrit dans le fil des travaux de ce qu'a fait notre groupe, mais qui s'inscrit aussi dans un moment particulier qui est sous le pouvoir d'Emmanuel Macron. Notamment parce que nous sommes face à un des pouvoirs qui a le plus attaqué les libertés publiques, les droits fondamentaux de la Ve République, et avec des alertes qui n'ont eu de cesse de se multiplier. Je reprends les alertes qui ont été faites par les organismes internationaux depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. En 2019, c'est le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU, Amnesty International qui condamnent l'usage excessif de la force, et notamment des LBD contre les Gilets jaunes. 2020, c'est l'ONU qui s'inquiète de la répression qui est faite sur les manifestants qui manifestent contre la loi sécurité globale, qui voulait interdire de filmer les policiers dans le cadre de cette loi. 2021,
2021, c'est le Conseil de l'Europe qui s'inquiète de la loi séparatisme et de la répression des manifestations. 2023, le Conseil de l'Europe, Amnesty International et l'ONU qui s'inquiètent de la violence qui est exercée contre le mouvement des retraites, mais aussi de celle qui s'est exercée à Sainte-Soline contre celles et ceux qui défendaient un bien commun qui est le bien commun de l'eau. Donc, finalement, nous sommes face à un pouvoir qui non seulement utilise de la force parce qu'il est faible, il tient à un fil qui est la police, mais qui a peur de la police. Et il faut bien comprendre ce point-là, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi c'est un pouvoir qui ne dit absolument rien lorsque 2 syndicats de police majoritaires disent qu'ils sont en guerre contre des nuisibles en parlant des jeunes des quartiers populaires suite au meurtre de Naël. Sinon, on ne comprend pas pourquoi c'est un pouvoir qui ne dit pas seulement rien, mais qui cautionne le fait que des centaines de policiers se mettent en arrêt maladie à Marseille pour soutenir un de leurs collègues qui est mis en détention provisoire pour avoir défiguré à vie un jeune homme et dit qu'il se retrouvera à vie avec un bout de crâne en moins du fait de l'action de ce policier. Donc, on ne comprend pas ça si on ne comprend pas que l'instrumentalisation de la police est la manière de ce pouvoir de pouvoir continuer à se maintenir. Et plus ils doivent continuer à mener des politiques qui sont en quelque sorte des guerres contre le peuple, plus ils ont besoin de la police pour pouvoir avancer. Et donc, de fait, l'impunité policière joue un rôle, de même que le racisme joue un rôle de division du peuple. Donc, je le dis avec d'autant plus de force que ce que nous avons à faire, c'est non seulement et évidemment changer des lois, parce que c'est de ça c'est de ça que dépend le fait qu'on arrête avec une impunité policière et avec un problème que nous avons, c'est-à-dire une police qui est quand même gangrénée par des idées d'extrême droite. D'où le fait que nous disons régulièrement qu'il faut refonder la police de la cave au grenier. Mais du coup, ça implique notamment, évidemment, de changer les lois, mais aussi qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la formation, les pratiques. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire sur ce point-là. Mais en tout cas, ah voilà, non, la formation, les pratiques, on est d'accord. Mais aussi de dire qu'il faut des réponses politiques à la souffrance des gens. Enfin, on se rappellera de Darmanin qui dit face aux agriculteurs, d'ailleurs face à certains agriculteurs, parce que les agriculteurs bio, par exemple, eux subissent la répression policière, mais qui disait, face à la souffrance, on n'envoie pas les CRS. Bah ouais, il faut des réponses politiques. Et juste parce que nous avons dit ça après le meurtre de Naël et que nous n'acceptons toujours pas qu'un jeune homme de 17 ans ait été assassiné par un policier et que derrière, rien ne se soit passé. C'est-à-dire qu'on recommence à l'infini. Voilà. Donc si on ne prend pas des mesures politiques, les choses recommenceront. Donc ça, c'est une bataille longue qu'on mène. Et comme nous sommes à la veille, puisqu'on parle de répression d'État, du massacre qui avait eu lieu à Charonne, où d'ailleurs il avait été indiqué, parce qu'à chaque fois c'est la même histoire, on salit les victimes, où il avait été indiqué que les manifestants auraient été armés, qu'ils auraient eu des montants ou je ne sais quoi sur les banderoles qui tenaient. Bon, on connaît donc Charonne qu'on va commémorer demain, donc en 1962. On connaît ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, où on a envoyé des Algériens se noyer, avec une répression extrêmement forte. On connaît un peu moins le 14 juillet 1953, et c'est par ça que je veux terminer. C'est un livre de Michel Audin qui est très bien, parce qu'il raconte dans l'histoire longue aussi la violence policière qui s'est exercée dans différents endroits à Paris. Donc 14 juillet 1953, c'est là aussi une manifestation d'Algériens qui manifestent à Paris. Il y aura 7 morts, 6 personnes algériennes qui seront tuées et un syndicaliste français. Et alors, cela dit, les malheureux policiers se sont plaints, les bouteilles d'eau de sel, ce sont de véritables bombes, parce qu'il y avait eu des bouteilles d'eau jetées. Alors qu'eux-mêmes, les valeureux policiers, ont tiré en l'air. Pourtant, chacune de leurs balles, chaque balle retrouvée dans un corps d'homme devenu un cadavre ou pas, était parfaitement identifiable, a été identifiée. Oui, on sait exactement lequel de ces policiers a tiré laquelle de ces balles, et pourtant, il leur a suffi de répéter « J'ai tiré en l'air pour bénéficier d'un non-lieu ». Pas de procès des policiers, quand même, ces balles identifiables, c'était gênant. Les non-lieux étaient plus faciles les années suivantes, avec les fameux bidules. Bidules, c'est les bâtons de défense, qu'ils appellent ça comme ça, qui ont fait merveille le 17 octobre et à Charonne. Donc c'est cette histoire longue aussi de notre pays sur lequel vous allez discuter aujourd'hui, mais qui est un combat long qui est mené. Et comme vous allez parler aussi de la question des images,
Il dit le photographe du Parisien libéré qui se trouve là et photographie et matraqué lui aussi, son appareil brisé. On exige qu'il lui donne sa pellicule. Ne nous étonnons pas qu'il y ait encore moins de photos de ce massacre qu'il n'y en a eu de ceux de 1961 et de 1962. Donc là aussi, une manière de faire en sorte que pas d'image, pas de violence policière et donc pas de justice derrière. Merci à vous et excellents travaux. Et c'est un combat qu'on continue. En tout cas, le groupe parlementaire insoumis est à votre disposition.